Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats, nouvelles technologies, ce qu'on appelle la tech, les GAFAM, les fameux géants ou encore l'intelligence artificielle. Dans tous ces domaines, l'Europe est-elle devenue une colonie numérique des États-Unis? Comment le vieux continent peut-il sortir de la domination et de la suprématie américaine, mais aussi sans doute de la Chine, nous le verrons. Quelle solution pour une souveraineté numérique européenne? Avec nous pour en parler, Philippe Latombe, député français, MoDem, merci d'être avec nous en direct de Nantes, dans l'ouest de la France. En plateau, Yann Bonnet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le cofondateur du Campus Cyber et directeur adjoint des initiatives politiques de Paris Peace Forum. Sandro Gozzi, bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes député européen. Renew, vous êtes italien, mais vous avez été élu, je le précise, sur une liste en France. Sandro Gozzi, la première question, elle est pour vous. Philippe Latombe, qui est aussi avec nous, a dit il y a quelques jours que l'Europe était devenue une colonie numérique des États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Elle risque de le devenir et c'est pour cela qu'elle a besoin de développer son modèle et de promouvoir ses investissements dans l'innovation. Les États-Unis, sans doute, et notamment l'administration de Donald Trump, voudrait qu'on devienne une colonie américaine. C'est quoi une colonie? C'est quoi être une colonie américaine sur le numérique, monsieur le député? Tout d'abord, ne pas avoir la possibilité de développer notre approche, notre modèle, notre voie au numérique. Aux États-Unis, c'est le Far West. Tout est décidé par les big tech, tout est décidé par le secteur privé. Il n'y a pas de protection des data, il n'y a pas de protection des droits fondamentaux, il n'y a pas de protection des droits d'auteur. Et c'est pour cela que Donald Trump, Marco Rubio, ils sont tellement déchaînés contre notre législation numérique parce que nous voulons développer un modèle qui est alternatif au laisser-faire au Far West américain d'un côté, mais aussi au modèle chinois dans lequel tout est contrôlé par l'État, à savoir par les partis communistes. Et c'est clair que cette indépendance dépend aussi de notre capacité d'investir et de rattraper les retards dans l'innovation. Donc, disons que sans doute Donald Trump et son administration veulent faire de l'Europe une colonie américaine et les big tech sont derrière l'administration américaine. Tout ce que vous voyez, les rapports, les commissions d'enquête de Jim Jordan, président de la commission affaires juridiques au Congrès, les dépêches, les caps diplomatiques de Marco Rubio qui demandent aux ambassadeurs américains dans les 27 États membres de faire du lobbying contre la loi sur les services numériques, la loi sur la publicité politique en ligne, etc. Ce sont tous des actions qui sont menées par l'administration, mais inspirés par les big tech. Ce sont des rapports qui sont publiés à Washington, mais qui sont écrits dans la Silicon Valley. Alors, nous devons nous inscrire en faux contre tentative de nous coloniser. Alors, restez avec nous, Sandro Gozzi. Philippe Latombe, les États-Unis dominent à 80% le marché européen du numérique avec des positions dominantes. Citons notamment Google, par exemple, Meta ou encore Apple. Quels sont, selon vous, les grands enjeux? Alors, est-ce que, pour répondre à la question de tout à l'heure, mais ça permettra de faire le lien, est-ce que nous sommes une colonie ou est-ce que nous allons le devenir? Nous sommes déjà une colonie numérique pour les États-Unis parce que nous dépendons économiquement de la plupart des systèmes informatiques américains. On parlera peut-être du paiement un jour, mais on est dépendant des operating systems, des OS des Américains, on est dépendant des outils américains. Et donc aujourd'hui, on a besoin de retrouver une forme de souveraineté, une forme d'autonomie. Ça doit se construire par des règles européennes qui soient communes. Et pour ça, il faut qu'on ait un alignement avec tous les pays européens. C'est pour ça que je suis très content que Sandro Gozzi soit là. Nous avons besoin aujourd'hui que l'ensemble des pays européens tirent dans le même sens. Mais Philippe Latombe, il y a un paradoxe parce que l'Europe, c'est le seul continent dans le monde, je parle sous votre contrôle, qui légifère, qui pose des règles pour qu'effectivement, ce que peut être la chance qu'incarne l'IA, pour qu'il n'y ait pas de dérive, notamment aussi des réseaux sociaux. Mais en même temps, est-ce qu'en légiférant, est-ce qu'en posant des règles, elles ne brident pas justement les entreprises qui travaillent dans le secteur de l'IA ou tout simplement qui créent l'intelligence artificielle? Alors, il y a deux formes de réglementation. Il y a une réglementation économique. Aujourd'hui, nous sommes le seul continent qui n'a pas
de réglementation économique qui nous protège et qui protège nos secteurs. Les Américains ont des réglementations économiques. Le Buy American Act est un exemple. Les Chinois ont le même. Donc il faut qu'on arrive à adapter une réglementation économique sur le sujet. Il faut qu'on ait un Buy European Act. Ça, c'est un fondamental. Et ensuite, nous avons des valeurs. Nous l'avons vu avec le RGPD, la protection des données personnelles. Nous devons avoir des législations qui protègent les valeurs européennes, les valeurs de démocratie au sein de l'Union européenne pour l'IA. Pour autant, il ne faut pas que ce soit bridant. Donc, il faut que on mette des grosses briques dans nos réglementations et ensuite qu'on laisse faire ce qu'on appelle le soft law, qu'on laisse sédimenter des règles jurisprudentielles et que le législateur ne se décide pas à codifier directement en permanence, parce que quand il codifie, il peut parfois brider l'innovation, il peut parfois mal codifier. Et vous avez parlé des systèmes. On va perdre du temps. Vous avez parlé du système de paiement. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, Yann Bonnet, si on résume, et vous connaissez bien le sujet, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux problématiques, la maîtrise des infrastructures du numérique et le contenu? Si je fais un peu schématiquement, le tuyau, est-ce qu'il y a dedans? Alors oui, en fait, le numérique crée des dépendances. On est face à une sorte d'hyperdomination, en fait, à la fois, on l'a dit, des acteurs américains et chinois. Peut-être quelques chiffres. Chaque année, ce qu'on évalue, la valeur de l'achat européen vis-à-vis des structures américaines, c'est plus de 265 milliards. Et ça va augmenter, probablement doubler ou tripler d'ici 2030. On a à peu près 75% des capacités de calcul qui sont en IA, qui sont au niveau des États-Unis, 15% au niveau européen et à peine 5%, 15% au niveau de la Chine et 5% au niveau européen. Alors ça crée un certain nombre de dépendances et ça entraîne un certain nombre de risques. Et c'est vrai que c'est important en fait d'avoir une certaine souveraineté au sens d'être en capacité de maîtriser notre futur et de pouvoir faire des choix qui ne sont pas dictés par des puissances étrangères ou par des algorithmes. Alors, ne noircissons pas le tableau. Il y a tout de même des solutions. Tout à l'heure, vous évoquiez, monsieur le député Philippe Latombe, le côté du système de paiement. Hugo Barbieux nous a rejoint, puisque quand on parle de tech, il faut savoir que ça touche quasiment tous les secteurs de notre vie quotidienne. Et donc, quand on met la main à la poche pour payer nos achats, par exemple. Alors, Hugo, est-il vrai à ce sujet que Donald Trump peut désactiver le système de paiement à tout moment? On parle là des cartes bancaires qu'on utilise tous et toutes. Oui, c'est un scénario d'ailleurs pris très au sérieux à Bruxelles. Donald Trump peut effectivement couper l'accès aux Européens à leurs cartes Visa, Mastercard ou American Express. Conséquence directe, nos transactions en ligne ou à l'international seraient tout simplement impossibles. Et preuve que ce n'est pas de la science-fiction, un magistrat de la Cour pénale internationale en a fait les frais. Il est sous sanction américaine et il est bloqué dans sa vie de tous les jours. Écoutez-le. Et même ma voiture, qui est une voiture qui utilise aussi l'électricité, qui est une voiture hybride, j'ai un abonnement qui n'a absolument rien à voir avec les États-Unis, mais j'ai besoin d'une carte de crédit. Et ma carte de crédit, c'était un American Express. Donc, je me retrouve tout d'un coup ne plus être capable de charger même ma voiture. Un témoignage édifiant, Hugo. Alors, face à cette menace, l'Europe s'organise. Oui, alors il y a d'abord Wero. C'est une initiative privée de 14 grandes banques européennes. Jusqu'à présent, en France, Wero, c'est une application mobile qui permet de rembourser très facilement en amis, simplement avec un numéro de téléphone. Par exemple, Mohamed, c'est comme si vous et moi, nous décidions de partager très simplement la note d'un dîner au restaurant. Mais bientôt, Wero ira plus loin et permettra aussi de faire ses achats sur Internet et même régler ses courses chez un commerçant. Et tout ça, bien sûr, sans passer par les réseaux américains tels que Visa ou Mastercard. Peut-être que Visa et Mastercard, voilà. Et concrètement, comment ça marche? Eh bien, Wero promet d'être aussi simple d'utilisation qu'Apple Pay ou Google Pay, que vous utilisez d'ailleurs peut-être déjà. Lorsque toute l'infrastructure Wero sera opérationnelle, eh bien, un client qui possède l'application sur son téléphone pourra effectuer un paiement sans contact ou scanner un QR code pour les petits commerçants qui ne disposent pas de terminal de paiement. On comprend donc qu'il y a une volonté d'être moins dépendant des États-Unis. Oui, car les paiements Wero fonctionnent sur la base des virements instantanés. Il n'est alors plus question de s'appuyer sur un réseau tiers qui, en plus, est très coûteux. Pour chaque transaction Visa ou Mastercard, par exemple, le commerçant doit payer des frais.
une fraction de l'achat. Certes, au total, ça représente pourtant des milliards d'euros qui quittent chaque année l'Europe. Et elle émane, autre initiative cette fois qui émane de la Banque Centrale Européenne. On parle d'un euro numérique, c'est quoi ? Oui, alors pour payer dans un magasin, vous avez aussi la possibilité de payer avec de l'argent liquide, de fait inutilisable pour des achats sur Internet. Et là encore, il faut passer le plus souvent par Visa ou Mastercard. Eh bien, la Banque Centrale Européenne devrait introduire un porte-monnaie numérique d'ici 2029, avec la possibilité donc d'y déposer des euros virtuels via un simple retrait depuis son compte bancaire, comme un retrait classique. Et une expérimentation est prévue dans un an. Merci beaucoup Hugo pour ce point complet et très intéressant. On est entré, on l'a compris, dans les solutions. Sandro Gaudy est avec nous en direct de Bruxelles, toujours député européen Renew. Une réaction peut-être à ce que vient de nous dire Hugo et au fond, est-ce que sans indépendance numérique, on peut être... on a envie de vous dire peut-être qu'il n'y a pas de souveraineté tout court sans souveraineté numérique ? Désormais, oui, parce que, vous savez, les numériques et l'intelligence artificielle, c'est la révolution de notre époque. Et une révolution, ça apporte des conflits, ça apporte des risques, ça apporte des opportunités, mais il faut la gérer, il faut la conduire, il ne faut pas la subir. Vous avez tout à fait raison, et on a un problème d'indépendance européenne. Nous devons devenir indépendants. Et l'indépendance européenne passe par les nouvelles technologies, passe par le numérique, passe par le travail sur lequel nous sommes en train de nous pencher justement au Parlement européen, les systèmes de paiement, l'initiative des 14 banques privées que vous avez évoquées, l'initiative de l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Si vous voulez, on a compris finalement, il me semble que même les pays les plus atlantistes de l'Union européenne ont compris que notre indépendance, notre autonomie, notre bien-être, notre sécurité ne peut pas dépendre du choix que les électeurs américains font tous les 4 ans, quand ils élisent leur président. C'est ça la leçon que nous devons tirer. Moi, je souhaite qu'on puisse à l'avenir rétablir une relation de coopération, de confiance avec les États-Unis, mais le monde d'hier ne va pas revenir. Et ça ne sera rien d'être nostalgique. Nous devrons prendre acte que nous ne pouvons pas nous fier aux autres. Nous devons confier notre indépendance, notre souveraineté, notre production, notamment à nous-mêmes, aux Européens. Et c'est pour cela que nous devons accélérer le travail dont on parle ce soir. Philippe, là tombe l'intelligence artificielle. Ça peut être un accélérateur en Europe. Les Européens sont très bons, notamment les Français, mais pas seulement en la matière. Oui, ça peut être un accélérateur à une condition, c'est que nous restions propriétaires et maîtres de nos données. Et donc ça nécessite que nous prenions d'ores et déjà des mesures pour que les données des Européens puissent rester sur le territoire européen, gérées par des systèmes européens et non pas américains. Donc typiquement, par exemple, que le cloud, nous ayons un marché du cloud qui soit un marché européen, qui permette d'avoir des données qui soient des données qui restent chez nous. Parce que l'IA, c'est de la puissance de calcul, certes, mais c'est aussi beaucoup de données pour entraîner les modèles. Et nous avons absolument besoin que ces données puissent rester européennes et servent à entraîner des modèles à valeur européenne. Et c'est pour ça qu'il faut que dans l'omnibus qui est vu maintenant, qui est une modification de la réglementation européenne, notamment sur la protection des données personnelles, on puisse rester dans le schéma des valeurs que nous avions, c'est-à-dire qu'une donnée personnelle reste la donnée de celui de qui elle émane. C'est l'un des enjeux. Et c'est l'un des enjeux, en effet. Alors, Yann Bonnet, j'aimerais vous montrer une séquence. C'était ici même à TV5 Monde, il y a 11 ans. Nous recevions les fondateurs de Qwant, celui que l'on a appelé le Google français. À l'époque, c'était pour le 2e anniversaire de ce moteur de recherche 100% français. À la question « Pourquoi avoir lancé Qwant ?», écoutez ce que nous avaient dit nos invités. Par le constat du besoin d'une alternative, et d'une alternative européenne. Ici, les moteurs de recherche américains, notamment Google, ont 95% de part de marché, mais dans tous les territoires, y compris aux États-Unis, où il y a des alternatives régionales, eh bien, le maximum, c'est 65%. Et nous avons besoin, Eric va en parler sans doute, d'un index européen.
il y a un truc très intéressant sur Quant. Si au début on a commencé un peu comme ça, mais on a lancé ensuite nos crawlers sur la toile, ce sont les petits robots qui vont chercher les sites et les indexer. Et aujourd'hui on a un VRP de luxe, puisqu'on a Eric Schmidt, patron de Google, qui a dit que si vous voulez vous acheter une tente de camping, vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Bing ou sur le nouveau moteur de recherche français, Quant. Il va passer mes crawlers aussi. Donc il sait ce qu'est un moteur de recherche, on peut le croire. Donc aujourd'hui on commence à être un moteur de recherche qui existe, qui a 8 millions de requêtes par jour, 1,6 milliard de requêtes l'année dernière. On existe, on grandit et on fait plus de 20% par mois. Voilà, et contrairement à nous, cette séquence et le fond n'a pas pris une ride. Oui, c'est un vieux sujet, hein, mais il faut qu'on sorte aussi de ce narratif. En fait, une troisième voie est possible. On a un écosystème européen, français, italien, qui est, vous l'avez dit, très innovant, avec des très bonnes écoles d'ingénieurs, des très bons oui, mais innovateurs. justement, comment expliquer qu'il n'est pas... Alors, il existe encore, hein, Quentin, il est efficace, mais il reste confidentiel. Mais il y a 27 pays au sein de l'Union européenne. Il faut déjà avoir une prise de conscience, une vision politique industrielle, et on a la chance d'avoir... Les Américains, ils mettent les moyens aussi dans la recherche. Ils mettent des moyens. Voilà, on a sur l'IA... Et c'est pas un pays socialiste, hein, mais l'État met de l'argent. Hein. On a une très, très grosse différence. Donc, dans les solutions, probablement, on a besoin de travailler le collectif. On peut pas... La France est un très beau pays, mais on reste tout petit, et c'est pour ça que l'échelle, elle est à minima au niveau européen. Bien sûr. On doit travailler des alliances, d'ailleurs peut-être avec d'autres acteurs sur l'IA. Le coût d'entrée est extrêmement élevé, et on doit essayer de mutualiser des ressources pour pouvoir avoir nos propres capacités, nos propres modèles, pour ne pas se faire dicter un certain nombre de choses culturelles. On a, et Philippe, le député Latombe en a parlé, on a un vrai devoir aussi de travailler une sorte de préférence européenne. Ça fait des années qu'on en parle. Le Buy European Act, c'est extrêmement important. Les Américains le font depuis des années et des années. Il faut absolument, encore une fois, on a un écosystème qui est très innovant, mais il faut l'aider. Comme le font les Américains, par exemple. Et puis enfin, voilà, comme je le disais, il faut qu'on sorte de cette position de dominer. Il faut qu'on casse ce narratif. Il faut qu'on y croie. Et voilà. Et la création de l'Europe, de la CK en 51, c'était à travers le charbon, essayer de mutualiser. Il faut peut-être qu'on fasse un peu la même chose sur le numérique. Il faut peut-être faire une sorte de Airbus de l'IA, par exemple. Hein, c'était ce qui s'était passé dans les années 60-70. On était très dépendants des Américains sur l'aéronautique, alors qu'on avait les compétences. Oui. Il faut probablement qu'on fasse un peu les mêmes choses dans le domaine du numérique. Sandro Gozzi, Philippe Latombe a évoqué tout à l'heure Omnibus, hein, c'est ce nom qu'on donne en Europe et qu'on pourrait appeler, pardonnez-moi l'expression, mais détricotage, que ce soit sur l'environnement, l'agriculture, c'est de revenir sur des dossiers ambitieux comme le pacte vert, sur notamment l'écologie. Là, en l'occurrence, l'Omnibus, ce serait quoi? Ce serait de revenir en arrière sur certaines législations en matière d'intelligence artificielle, en matière de protection des citoyens en Europe, pour booster le secteur? Non, nous sommes en train... Oui. Mais nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce qu'on a fait dans la passée mandature? On a fait des réformes systémiques. On a organisé pour la première fois au monde un modèle réglementaire sur l'intelligence artificielle et sur les marchés uniques numériques. Nous avons été les premiers au monde à les faire. Ceci a impliqué l'adoption de plusieurs textes législatifs. Et la même chose, vous y faisiez référence, on l'a fait avec les Green Deal, avec les pactes verts. Donc il est clair que du moment où on fait des réformes systémiques, on adopte plusieurs textes, il faut après regarder s'il y a des duplications et s'il faut les clarifier du point de vue juridique, s'il faut les aligner, etc. Donc ces genres de simplification, si vous voulez, selon moi, est nécessaire. Personne n'est parfait. Et en ayant adopté que sur le numérique au moins une dizaine, sinon plus, une douzaine des textes, et maintenant il faut les clarifier dans l'intérêt des entreprises européennes, notamment dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises européennes, des start-up qui n'ont pas les moyens juridiques que les big tech ont d'interpréter les règles européennes. Donc ça, si vous voulez, c'est un travail que je trouve utile. Par contre, ce qui n'est pas utile, c'est d'utiliser
cette soi-disant simplification pour revenir en arrière, Merci. pour vider les textes de son sens juridique, pour vider les textes de la portée juridique. Et c'est les grands débats. Évidemment, il y a les big tech américaines qui disent simplification, mais qui voudraient finalement acter la fin de la législation européenne, et ceci est totalement inacceptable. Merci beaucoup Sandro Gozi, député européen Renew. Merci Philippe Latombe, député français Modem. Et merci Yann Bonnet d'être venu sur notre plateau pour nous donner des clés de réflexion donc sur ce sujet éminemment, on l'a compris, d'actualité.